Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est réalisée en partenariat avec Leadbit, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et je vous en reparlerai aussi à la fin de la vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter deux projets que je trouve intéressants. Le premier, c'est Cardano et sa crypto-monnaie ADA, dont j'ai déjà parlé sur le blog, mais dont je vais vous réexpliquer un peu les fondements. Et puis la deuxième, dont j'ai jamais parlé, qui est aussi très intéressante, c'est Chainlink, qui est une blockchain, vous allez voir, super cool, super intéressante. Et sa crypto, le Link, est très très bien aussi. Et voilà, et je pense que ces projets techniques sont intéressants. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de conseils en investissement ou quoi que ce soit, hein. Je ne suis pas ni devin, ni trader, ni conseiller financier ou quoi que ce soit. L'idée, c'est juste de vous montrer un peu les fondements de ces projets, les fondements techniques et comment ça fonctionne. Alors pardonnez-moi si je prends quelques raccourcis, hein, parce que ce sont quand même des projets assez complexes. L'idée, c'est d'essayer de vous défricher un peu tout ça pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et ce que ça fait exactement. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite avec l'ADA, avec le Cardano. Alors le Cardano, comme toutes les blockchains, c'est une blockchain qui veut rendre le monde meilleur, il veut mieux faire fonctionner le monde, hein, c'est comme ça que c'est présenté. Mais bon, ça vous le comprenez, hein, c'est un peu vague, concrètement tous les projets blockchain veulent changer le monde, hein, c'est pas nouveau. Mais ce que ça fait exactement, en fait le Cardano c'est une blockchain de troisième génération qui utilise le proof of stake, hein, vous savez, la preuve d'enjeu. Donc c'est pas du proof of work, hein, et qui utilise donc la crypto-monnaie ADA pour fonctionner. Et Cardano, en fait, fonctionne sur une démarche qui est scientifique. Alors on pourrait se demander un peu ce que c'est enfin, ce que ça veut dire en fait scientifique, mais il faut déjà comprendre que son créateur, qui s'appelle Charles Hoskinson, est en fait un expert en mathématiques. C'est aussi l'un des cofondateurs d'Ethereum, hein, donc il a bossé avec Vitalik Buterin. Et bon, ils se sont séparés, je crois, avec perte et fracas en 2014. Et il a décidé de créer sa propre blockchain, puisque lui, à l'origine, est donc un mathématicien. Il a décidé de la baptiser Cardano. Alors Cardano, ça vient en fait du nom d'un mathématicien, philosophe du XVIe siècle, qui est, je crois, italien, hein, il me semble, mais qui s'appelait Gerolamo Cardano. Voilà, il a travaillé notamment sur tout ce qui est stéganographie et calcul de probabilité. Et en fait, ce mathématicien a inspiré beaucoup Charles Hoskinson, qui s'est dit, je vais faire une blockchain qui sera 100% axée sur de la recherche fondamentale avec des universitaires, des experts en blockchain, etc., de la cryptographie, et donc quelque chose qui est très mathématique. Alors déjà, il faut comprendre que le Cardano utilise un langage de développement qui s'appelle le Haskell. Alors le Haskell, c'est un langage de programmation qui est 100% fonctionnel, c'est-à-dire que ça repose uniquement sur des fonctions mathématiques qui sont dites pures. Donc c'est pas, c'est assez complexe, on va dire, comme langage de programmation. Euh, Parce qu'en fait, il n'y a pas de, enfin, ça a aussi des avantages, parce qu'il n'y a pas d'effet de bord en fait avec ce langage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment faire d'erreur. C'est-à-dire que en maths, si vous partez d'un problème et vous obtenez un résultat qui est faux, c'est que vous avez fait une erreur quelque part dans votre raisonnement, mais vous avez pas mal codé la fonction, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, avec le Haskell, comme on est sur des mathématiques pures, on a, en fait, chaque fonction renverra toujours le même résultat, en fait, sans modifier le programme. Voilà. C'est des maths. On peut, voilà, on peut pas dire autrement. Mais ça permet comme ça à Cardano et donc à son créateur de garantir quelque part la sécurité de son projet. Donc, l'idée de Cardano, en fait, c'est un projet qui est open source, évidemment, hein. Et l'idée, c'est d'offrir une infrastructure qui est à la fois fiable et sécurisée, un peu comme Ethereum, pour les applications DeFi. Donc tout ce qui est finance décentralisée, mais également des applications plus sociales, voilà, comme des outils de communication, etc., des outils voilà, ouais, de chiffrement, de communication, et voilà. C'est un projet qui est décrit sur le site comme étant inclusif, équitable et résilient. On va voir un peu ce que ça veut dire tout ça parce que c'est un peu vague, mais disons que l'idée de Cardano, c'est de faire du smart contract avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées que ce que propose Ethereum. Donc, pour l'instant, c'est encore un projet qui est en cours, hein. D'ailleurs, on peut le voir sur la home ici, on a la roadmap sur le site, hein.
et donc on peut voir un peu toutes les différentes étapes qui doivent être franchies par Cardano. Donc on peut comme ça, vous pouvez, voir un peu, les milestones qui sont prévus au niveau de Cardano. Donc on a sa fondation, la création, qui a eu lieu en 2017. Voilà, c'est quand même un projet qui a quelques années. Ensuite, on avait la partie décentralisation, hein, donc tout ce qui est fait, je vous reparlerai de Ouroboros après, mais tout ce qui est fait autour de la décentralisation. L'arrivée des smart contracts, évidemment. Et puis ensuite, un peu plus tard, le scaling et la gouvernance. Voilà, vous pouvez éplucher tout ça, mais en termes de phases, voilà, ces phases portent des noms de philosophes et de chercheurs, donc c'est assez poétique, assez marrant. On est donc sur un projet qui commence à être bien aimé en fait des entreprises, hein, qui veulent justement faire un peu plus qu'Ethereum, aller plus loin qu'Ethereum et surtout avoir du proof of stake en termes de validation, hein, pour avoir des coûts moins élevés, voilà, qu'avec du proof of work. Et donc voilà. Et donc comme c'est un projet qui est ouvert, on va dire, et ça respecte en fait un système de gouvernance qui on peut dire démocratique, hein, où chaque nœud du réseau peut voter à hauteur de ses moyens, et le projet se finance aussi lui-même, d'où le fameux résilient. Alors, Cardano, moi je le trouve intéressant parce que, déjà parce que le côté mathématique pure permet d'en faire un projet, en tout cas sur le papier, assez robuste et très agile. C'est un projet aussi qui est interopérable. Ça veut dire qu'en fait, ça permet de prendre en charge, l'échange de crypto-monnaies, mais y compris entre différentes chaînes. Voilà. L'idée, c'est effectivement de pouvoir, à terme, lier toutes les chaînes de manière transparente. Cardano permet également d'attacher aux transactions des métadonnées, hein, qui facilitent en fait les interactions avec, avec le monde d'avant, hein, donc c'est-à-dire avec les banques, avec les entreprises, les services, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut adjoindre en plus des transactions. Donc ça, c'est le côté interopérabilité qui est intéressant. On a la scalabilité, donc c'est-à-dire la mise à l'échelle et notamment la rapidité, hein, parce que Cardano est une blockchain qui est dite à haut débit. Ça permet en fait d'effectuer un grand nombre de transactions en un minimum de temps. Pour ça, ils utilisent en fait leur algorithme, hein, dont on a vu tout à l'heure le nom, qui est, de le retrouver, mais cet algorithme, ça s'appelle Ouroboros, et c'est un algorithme qui est un algorithme de consensus, hein, qui est mathématiquement programmé pour produire un nouveau bloc sur la chaîne toutes les 20 secondes. Voilà, ça permet en fait de garantir une vitesse de confirmation des transactions très très élevée, et c'est ça aussi qui attire beaucoup les entreprises qui sont dans la DeFi, dans la finance, etc. Donc bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, hein, mais Ouroboros traite en fait les transactions en les divisant en plus petites chaînes qui sont elles-mêmes divisées en slots. Et ensuite, les leaders de slots qui sont élus via la blockchain valident en fait les transactions et sont responsables ensuite de l'ajout d'un bloc de chaîne comme une blockchain tout à fait classique. Mais ça permet à Cardano, enfin ce mode de fonctionnement permet à Cardano surtout de traiter plus d'1 million de transactions à la seconde. Ce qui est beaucoup, on pourrait même se demander pourquoi autant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant? Mais bon, pourquoi pas, quoi. Et évidemment, en plus, toujours, alors voilà, là ça parle de Ouroboros, hein, toujours dans la partie mise à l'échelle, hein, ils ont un autre protocole aussi qui s'appelle Hydra. Alors je sais pas si on va le voir là sur la home, hein. Le site, il y a beaucoup de contenu sur le site, hein, je vous invite à le visiter, mais il y a Hydra en fait qui est un protocole qui s'exécute au-dessus de Cardano, qui permet en fait de traiter les transactions et les contrats intelligents en dehors de la chaîne principale. Alors ça permet en fait d'augmenter comme ça la capacité de traitement du système en fait de la blockchain, hein. Donc ça sort un peu le traitement des transactions en dehors de la chaîne principale. Donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant, d'où le côté scalabilité. Et le dernier point qu'ils mettent en avant sur leur site, c'est la durabilité. Alors, on pourrait se demander pourquoi la durabilité. Alors là, ils parlent pardon, de Sustainable Blockchain Protocol, parce qu'effectivement, ça consomme beaucoup moins que le Bitcoin, par exemple, hein, puisque là, on est sur du Proof of Stake, comme je disais. Mais la durabilité ne se situe pas au niveau écologique de Cardano, mais plutôt au niveau des frais, en fait. Parce que
Les frais, bon, sont moindres, ça vous comprenez le concept, hein. Mais pour la durabilité du projet, Cardano, enfin les gens derrière Cardano ont mis en place un wallet indépendant de tout humain. Il n'y a pas d'interaction humaine avec ce wallet. Et ce wallet, en fait, il s'autofinance en prélevant un petit pourcentage de toutes les transactions qui ont lieu sur la blockchain. Et ensuite, quand il y a un développeur qui veut proposer une nouvelle fonctionnalité sur cette blockchain, bon bah il la propose, il établit un budget, il propose son idée à la communauté qui est derrière Cardano, et puis la communauté vote pour le projet ou pas en fonction de l'intérêt pour la chaîne, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu la gouvernance en fait, hein. Donc c'est la communauté, c'est les nœuds du réseau qui gèrent le réseau, qui décident, qui prennent les décisions. Donc une fois que ce projet est voté, la blockchain automatiquement enverra le montant nécessaire au développeur pour faire son travail, voilà, pour avancer sur le projet, etc. Donc ça permet comme ça à Cardano d'être autofinancé, autofinançable, et comme ça lui évite de dépendre de financements extérieurs, donc des levées de fonds, ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant d'avoir, enfin c'est une bonne idée, moi je trouve ça sur une blockchain, c'est-à-dire de conserver une partie des fonds pour assurer le développement autonome de la blockchain. Et ensuite, il y a des levées de fonds, etc. Ça sera pour d'autres trucs, ça sera pour du marketing, ça sera pour d'autres choses autour, mais en tout cas, le développement en lui-même s'autofinance avec la blockchain elle-même. Donc ça, c'est un projet intéressant. Alors évidemment, vous pouvez commencer aussi à coder sur Cardano si vous voulez. Voilà, il y a pas mal de trucs en place. Au niveau du cours, alors le Cardano en fait utilise la crypto ADA. Alors j'ai pas parlé de l'ADA, hein, mais l'ADA en fait c'est en hommage, le nom ADA, c'est en hommage à Ada Lovelace, hein, qui est une mathématicienne du 19e siècle, dont vous avez sûrement entendu parler, mais c'est la première personne, enfin elle est reconnue comme telle, hein, c'est la première personne à avoir fait la programmation informatique, en tout cas faire de la programmation au niveau, voilà, c'est la première personne de l'humanité à avoir fait de la programmation. Et c'était une femme, donc ça c'est important de le souligner. Et donc le ADA, c'est une crypto-monnaie qui est utilisée par le réseau Cardano et qui est donc stackable, stackable, je sais pas comment vous dites, mais ça veut dire qu'en plus on peut gagner un pourcentage si on stack sa crypto, voilà, soit en lançant son pool, soit en rejoignant le pool des autres. Donc ça c'est une crypto qui est intéressante aussi à ce niveau-là. Alors il y a beaucoup on va dire, Cardano a un gros écosystème aussi, hein. Je sais pas si vous connaissez, enfin après je peux peut-être pas vous sortir tous les noms, mais je peux essayer de vous montrer une image ici. Donc ça c'est un peu l'écosystème Cardano actuel. Bon, je connais pas tous les services autour de ça, mais voilà, là on a les stablecoins, on a Venus qui est assez connu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sempo pour le paiement. On a après toutes les plateformes de swap, hein, Polyswap, SundaeSwap, MinSwap, etc., etc. Et puis les oracles. On a l'oracle de Wolfram Alpha aussi qui est également présent. Donc ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil. Donc voilà, bon voilà, il y a un écosystème, on va dire, bon là il n'y a pas tout, hein, ça c'est une image qui date du 12 mai 2021, mais c'est un écosystème qui est quand même assez riche maintenant. Et voilà. Alors après, si vous voulez apprendre à développer autour du Cardano, faudrait que je vois si je peux vous trouver ce qu'il faut, mais ça fonctionne. Trouver la doc. Voilà, on a la documentation ici, donc c'est sur docs.cardano.org, et là-dessus vous aurez toute la documentation sur comment démarrer Cardano, c'est-à-dire comment installer un nœud Cardano, utiliser l'interface en ligne de commande, etc., pour pouvoir ensuite commencer à coder dessus, ça peut être intéressant à explorer. Voilà, en termes de cours de l'ADA, donc ce que je voulais vous dire à la base, c'est que la crypto, elle est dispo donc, sur Leadbit. Donc, je vais essayer de la trouver. Tiens, voilà, on a Buy Cardano, elle est déjà dans le menu. Et donc, on voit en termes de cours, alors je vais prendre sur l'année. Sur l'année, ici, donc, elle a fait un ATH, donc elle est montée très très haut jusqu'à 2,47 €. Voilà, donc ça c'était en septembre dernier. Et puis là, comme tout le marché de les cryptos, hein, ça s'est cassé la gueule jusqu'à récemment. Donc elle est à 1,15 €, donc elle est en solde, hein, elle est en promotion, un peu comme toutes les cryptos actuellement, hein. Donc vous pouvez la trouver comme ça sur Leadbit et pouvoir en acheter en passant par Leadbit.
Sachant que Leadbeat, comme je vous le disais dans mes articles précédents, a prolongé sa promotion. Si vous inscrivez sur Leadbeat et que vous, validez votre compte, c'est-à-dire que, vous validez votre identité et cetera, hein, puisque comme Leadbeat est une plateforme qui est validée par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, elle doit faire ce qui s'appelle un KYC, donc c'est-à-dire une validation, de votre identité. Si vous allez jusqu'au bout du procès et validez votre compte, jusqu'à présent, tant que la promo dure, tant mieux, vous aurez le droit à 20 € de crypto. Donc 20 € de LBC, hein, les Leadbeat Coin, que vous pouvez ensuite convertir en crypto-monnaie de votre choix, hein. Ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'ADA, ça peut être du Link, etc. C'est vous qui voyez. Mais voilà, ça devait se terminer fin novembre, la promo, et puis finalement ça dure, donc tant mieux pour nous. Mais par contre, j'ai pas de date de fin, donc sachez-le. Et sachez également qu'il y a un délai de traitement. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire et il peut se passer 3-4 jours avant que les 20 balles arrivent sur votre compte, hein. Donc il faut le savoir, faut pas flipper. C'est normal, c'est parce qu'ils valident tout à la main. Il faut être résident français également. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. Voilà, donc si vous remplissez tous ces critères et que vous êtes patient, vous pourrez avoir 20 € gratuitement à dépenser sur la plateforme. Maintenant, j'aimerais vous parler de Chainlink. Alors Chainlink, c'est aussi un projet que je trouve intéressant, parce que justement, il permet de faire pas mal de choses et notamment récupérer de la donnée en provenance du monde réel pour l'injecter via des smart contracts à la blockchain. Alors je vous explique un peu, ça peut paraître un peu barbare dit comme ça, mais si vous voulez, les smart contracts ou contrats intelligents, hein, sont des accords en fait qui sont préétablis dans la blockchain et qui évaluent des informations qu'on lui donne et qui s'exécutent automatiquement lorsque les conditions sont remplies. C'est des si il se passe ça, alors je vire telle somme à telle personne et telle somme à telle personne. Il se passe autre chose, ça ne sera pas la même somme pour telle ou telle personne, etc. Alors ça c'est bien parce que c'est immuable et c'est ce qui fait qu'une blockchain avec contrat intelligent peut remplacer un tiers de confiance parce que cette confiance est placée dans les contrats intelligents. Mais pour que les smart contracts puissent établir des accords entre eux, il faut qu'ils se rapportent aux données qui sont trouvées sur la blockchain. Donc on est dans un cercle un peu fermé. C'est-à-dire que c'est les données qui sont sur la blockchain qui vont permettre de valider ou non les smart contracts. Donc là, on est quand même sur un truc assez limité. Et c'est là où Chainlink devient intéressant parce que Chainlink, c'est une blockchain qui va ouvrir en fait les blockchains au monde extérieur. Donc c'est-à-dire pouvoir se connecter à des sources de données extérieures au smart contract, hein, donc complètement extérieures à la blockchain, avec une syntaxe commune, avec des données communes, enfin des choses voilà, pour que ça puisse communiquer. Alors, il faut comprendre que cette idée d'aller récupérer des données du monde extérieur pour les injecter dans le monde, enfin dans une blockchain, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on appelle un oracle. Un oracle, c'est simplement un service, un logiciel, un middleware qui fait en fait office d'intermédiaire entre le monde extérieur et la blockchain. Ça traduit en fait les données du monde extérieur pour les injecter dans les contrats intelligents et dans la blockchain. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet comme ça d'aller récupérer par exemple des infos financières du vrai monde, la météo, les résultats sportifs, des données en provenance de capteurs, IoT, et cetera. On peut même récupérer le prix des cryptos, et cetera. Donc on peut comme ça aller chercher des données extérieures et s'en servir pour exécuter des smart contracts ou non. Mais le problème de ce genre de choses, c'est qu'un oracle, si jamais il tombe en panne, si jamais il est compromis parce qu'il se fait pirater, etc., les données peuvent être compromises. Et donc, c'est pas forcément quelque chose de fiable, puisque ça serait, enfin, c'est en tout cas un oracle seul, lui, est centralisé. L'idée de Chainlink, c'est justement de décentraliser les oracles, donc c'est-à-dire de faire des réseaux d'oracles qui, comme ça, permettent de fournir des données à différentes blockchains, hein, pas seulement à une seule blockchain, parce que Chainlink peut balancer de la data à plusieurs blockchains différentes, à d'autres blockchains, et des données qui sont sûres, qui sont validées, et voilà. Alors j'ai préparé quelques images, je vais essayer en tout cas, je sais pas si je les ai là, voilà. Hop, j'ai celle-là comme image, et ouais c'est tout, c'est ça, voilà. Donc je vous montre un peu. Bon, ça, c'est une image qui montre un peu comment ça fonctionne, mais ça va me permettre d'appuyer un peu mon propos. C'est-à-dire qu'on a des ressources externes, donc qui proviennent, par exemple, on voit la bourse, le sport, les cours de l'or, les paris sportifs, les jeux, les données de santé, etc. Enfin bon, on peut tout prendre, tout imaginer. Ensuite, c'est balancé, enfin, il se passe un truc qui fait que
le réseau d'Oracle Chainlink intervient et les contrats intelligents sont ensuite créés dans les blockchains. Donc ça peut être la blockchain de Chainlink, mais ça peut être Ethereum, ça peut être d'autres blockchains en fait, tout simplement. Alors comment fonctionne Chainlink? Il faut comprendre que quand un utilisateur décide d'utiliser Chainlink, il signe en fait un accord de service, ce qu'on appelle un SLA, hein, qui spécifie un ensemble d'exigences sur les données. Donc c'est-à-dire, je veux des données de tel format, voilà, je veux que ça ressemble à ça, je veux que ça provienne de là, je veux que voilà, elles aient tel format, qu'elles soient voilà, enfin, voilà, on va dire une liste de specs pour les données à récupérer. À partir de ce contrat qui est établi, il y a un premier contrat, et 3 sous-contrats sont générés au niveau de la blockchain Chainlink. Il y a d'abord le contrat de réputation. Le contrat de réputation, en fait, il vérifie que l'intégrité des oracles, enfin, il vérifie l'intégrité des oracles qui sont ici, là, au milieu, en contrôlant leurs antécédents. Donc ça veut dire que si un oracle fait des requêtes qui échouent, a un temps de réponse qui est assez long, où ils ont mis peu de links, hein. Link, c'est la crypto-monnaie de Chainlink, hein, mais s'ils ont mis peu de links en stacking, donc on peut moins leur faire confiance, etc. Bon bah voilà, ça veut dire que cet oracle doit être écarté. Donc l'idée justement de ces nœuds, enfin de ce contrat de réputation, c'est de n'utiliser que des oracles qui sont fiables, en contrôlant, comme je disais, les antécédents. Donc ça veut dire que le nombre total de requêtes complétées est suffisant, que le temps de réponse moyen est correct et que les montants en crypto-monnaie Link investis dans l'oracle sont conséquents, quoi. Donc à partir de là, une fois qu'on a ce contrat de réputation qui est rempli, on a un deuxième contrat qui est créé aussi, hein, qui s'appelle le contrat de correspondance des ordres. Alors c'est un contrat qui est, enfin en anglais c'est order matching, hein. Donc en fait ça met en relation l'utilisateur avec les oracles fiables. Et les oracles, comme ça, peuvent fournir les données. Alors, il faut bien sûr définir les paramètres du contrat, hein, c'est-à-dire savoir ce que tu me retournes, à quel moment, etc. Telles qu'elles sont exigées dans le SLA qu'on a signé plus tôt. Mais une fois que le contrat de correspondance des ordres est établi, bah, ça veut dire que les oracles peuvent faire des offres, hein, et donc vous les acceptez. Enfin, l'utilisateur de Chainlink les accepte. Donc ça, voilà, ça c'est pour la partie utilisateur Chainlink. Ensuite, on a, maintenant, c'est l'oracle qui se met en route. Donc l'oracle, enfin les oracles, en fait, eux, vont se connecter à des sources externes. Donc ils vont être plusieurs à se connecter à différentes sources ou aux mêmes sources, etc. pour récupérer les données qu'on a demandées. Donc ça peut être par exemple des données météo, et voilà. Et au format défini, donc telles qu'elles sont exigées par le contrat, par le SLA qui a été signé plus tôt. Une fois que ces données sont récupérées, elles sont traitées par les oracles et ensuite elles sont renvoyées au contrat intelligent qui en fait est un contrat d'agrégation. Donc ce contrat d'agrégation lui récupère toutes les infos de différentes sources et puis là il évalue en fait la validité de chacune des infos. Il se dit bon bah là par exemple, si on a la météo, on demande la météo à Paris, et puis on demande juste la température, et puis la température est de 20 degrés, et tous les oracles nous renvoient 20 degrés, sauf un oracle qui nous renvoie 18 degrés. Bon, on pourrait se dire, cet oracle-là n'est pas fiable, puisque les autres ont une température fiable. Donc ça utilise en fait le côté un peu décentralisé, multiple du réseau, les nœuds, pour évaluer la validité des réponses, en fait. Chaque nœud, comme ça, du réseau d'Oracle, se compose, en fait, de 2 composants. Le premier, c'est le Chainlink Core, qui, en fait, est chargé de lire les contrats du début, hein, les SLA, les accords de niveau de service, pour ensuite les acheminer au deuxième composant, qui est le Chainlink Adapter. Alors, le Chainlink Adapter, lui, il fait office de passerelle entre le nœud de données externe, donc c'est-à-dire le service externe, et la blockchain. Et comme ça, il peut lire et traiter toutes les infos, et ensuite les inscrire dans la blockchain. Donc voilà, donc une fois que le contrat d'agrégation est rempli, ça veut dire que la donnée est validée, et ensuite elle peut être inscrite, les données peuvent être inscrites dans des smart contracts et dans les blockchains. Donc évidemment, pour fonctionner tout ce processus, ça utilise une crypto-monnaie qui s'appelle le Link, hein. Ça permet de payer les opérateurs des nœuds, et ça permet surtout pour les opérateurs des nœuds de montrer leur engagement. C'est-à-dire que c'est un peu donnant-donnant. Pour savoir si un nœud, enfin, il faut que les nœuds oracles soient, enfin, les nœuds de Chainlink, les oracles de Chainlink, soient fiables.
ils sont pas fiables, ça va faire de très gros problèmes. Alors pour que ce soit fiable, pour que les données soient fiables, il faut que les gestionnaires d'Oracle soient des gens sérieux, ou des sociétés sérieuses qui montrent leur engagement. Donc pour montrer leur engagement, elles doivent stacker des montants importants de links, c'est ça qui va faire la différence au niveau de leur réputation. Et évidemment, plus elles font du bon boulot, plus elles sont récompensées, donc plus elles peuvent stacker et donc monter comme ça un peu dans la hiérarchie des nœuds Oracle. À l'inverse, pardon, inversement, si le service rendu est mauvais, bah, le réseau Chainlink vient taxer quelques links stackés en dédommagement. Voilà, si jamais les réponses sont pas bonnes, le réseau se compense en fait ce mauvais traitement par l'absorption de links stackés. Et puis évidemment, la réputation du nœud en question bah, diminue un petit peu, en espérant qu'elle réaugmente plus tard. Mais en tout cas, voilà. Donc ça montre tout l'intérêt qu'ont les nœuds Chainlink à être tout à fait sérieux, à être opérationnels, à être tout le temps en ligne, etc. C'est un peu la façon, enfin c'est la façon qu'a trouvé Chainlink pour fournir de manière fiable et efficace des données précises en provenance du monde réel à des contrats intelligents sur des blockchains qui sont bah, compatibles avec Chainlink. Hein, donc voilà. Alors après sur Chainlink en elle-même, bah, vous pouvez développer autour de Chainlink. Hein, donc il y a toute la doc, il y a tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais vous pouvez commencer à créer votre application sur Chainlink et connecter par exemple des fournisseurs de données, hein, des API, des choses comme ça, pour ensuite pouvoir proposer bah, ces données à des gens qui en ont besoin. Et voilà, donc bon là on voit un peu le fonctionnement, mais alors ça marche dans les deux sens. C'est vrai que là pour l'instant je parlais d'absorption de données du monde réel vers les blockchains au travers du réseau Chainlink, mais on peut aussi effectivement sortir des données des smart contracts pour les exécuter et savoir de source sûre que ben, les données sont sûres et qu'elles peuvent ensuite être réinjectées dans le monde réel, voilà, tout simplement. Donc ça marche dans les deux sens, effectivement. Mais le Chainlink est là au milieu. Enfin, les blockchains sont au milieu et les Chainlink sont ceux qui garantissent que les données sont correctes de tous les côtés. Donc moi j'ai trouvé que c'était un projet intéressant parce qu'effectivement on a besoin en fait de ces oracles qui permettent comme ça de faire la passerelle quelque part entre le monde réel et les blockchains et les smart contracts. Et le fonctionnement de Chainlink est vachement intéressant parce que bah, moi je trouve que c'est une bonne idée justement de décentraliser les oracles, de les mettre tous ensemble, de les auto-valider avec des smart contracts de SLA, donc c'est-à-dire de réputation, et puis de correspondance des ordres et d'agrégation. Et puis comme ça, à la fin, on a une donnée qui est en tout cas, enfin qui est le plus fiable possible. Et ça permet comme ça bah, de valider ce qui rentre, ce qui sort, et d'avoir des choses interopérables qui peuvent ensuite se connecter à différents sites. D'ailleurs, on voit qu'on a, il y a plein de projets autour de Chainlink qui l'utilisent. Il y a PancakeSwap, il y a AAV, il y a Synthetix, Compound qui est là aussi. Donc bon voilà, après, il y a pas mal de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais je vous laisserai aller voir ce projet qui est pour moi très intéressant aussi. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà un peu le topo. J'espère que ça vous aura appris 2-3 trucs sur Cardano, sur le Chainlink, sur le fonctionnement un peu des deux cryptos. Pour retenir un peu enfin des deux blockchains, pour retenir un peu revenir un peu sur l'idée principale. Le Cardano, c'est donc, on va dire, je vais pas dire un clone parce que c'est pas un clone d'Ethereum, mais ça reprend un peu le même concept qu'Ethereum, mais de manière beaucoup plus durable et beaucoup plus rapide, beaucoup plus de transactions et des frais qui sont beaucoup moins importants. Donc voilà, et puis c'est surtout c'est autogouverné, enfin ouais, et de la gouvernance et je trouve le concept d'autofinancement du projet super intéressant. Et puis Chainlink, qui est vraiment un réseau d'oracles qui permet d'interconnecter le monde extérieur, les API, les services en ligne, etc. Enfin, voilà, les providers de data, les fournisseurs de données, avec des blockchains, et toutes les blockchains, hein, pas uniquement la blockchain de Chainlink, hein, mais toutes les blockchains, peu importe. Donc voilà, ces deux projets, moi je les trouve sympas à regarder. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. Alors évidemment, je vous ai pas montré, tiens j'ai oublié, mais je vous ai pas montré
le cours comment ça s'appelle, du Chainlink. Je vais vous montrer ça. Alors là, je suis toujours sur Leadbit. On va aller voir le link. Donc on a Chainlink, il est monté assez haut, hein, je crois, de mémoire. Il était dans les 40, ouais, c'est ça, 40 euros. Et là, il est descendu à autour de 17 euros. Voilà, donc c'est encore les soldes, hein, évidemment. Mais c'est des assets que moi je trouve intéressants. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, alors si vous voulez en acheter ou autre chose, hein, prendre autre chose, vous pouvez passer par Leadbit. Comme je disais, si vous êtes résident français, si vous avez, enfin, si vous créez votre compte et que vous validez votre compte, bah, vous pouvez avoir 20 euros de crédit en LBC. Vous pourrez ensuite dépenser sur la plateforme. Il y a quelques jours d'attente, mais ça peut être intéressant, hein. 20 euros gratuits, ça se refuse pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie mon partenaire Leadbit de m'avoir fait confiance pour la réalisation de cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de Nouvelle Année. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!